12. Cérémonie d'ouverture de la deuxième journée des échanges presse et justice. Une opportunité pour le ministère de la Justice d'informer l'opinion publique sur les réformes judiciaires en cours au Mali. Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp étaient inaccessibles dans la soirée du lundi. Les détails à suivre. L'Afghanistan est au programme dans la page internationale, notamment la peur et la faim dans les grottes de Bémignan. Aimables téléspectateurs, bienvenue à toutes et à tous dans ce Joliba Evening News. Les travaux de la deuxième journée des échanges entre la presse et la justice ont démarré ce matin à la Maison de la Presse. Une opportunité pour le ministère de la Justice d'informer l'opinion publique sur les réformes judiciaires en cours au Mali. Oumou Makalou et El Hadj Malik Guiteye. En vue d'une meilleure collaboration, les hommes de droit et ceux des médias se sont rencontrés ce mardi 5 octobre 2021 à la Maison de la Presse pour une journée d'échange sur les réformes judiciaires en cours au Mali. Une preuve de plus de l'importance des médias dans la lutte contre la corruption et l'instauration d'une justice saine et équitable. Mon département, en scellant ces partenariats dynamiques entre la presse et la justice, est conscient du rôle fondamental de la presse dans l'administration et la distribution de la justice en tant qu'instrument de conscientisation contre l'incivisme et son corollaire de comportements infractionnels, mais aussi de boussole pour l'orientation de l'action judiciaire dans certaines procédures. La deuxième édition de cette journée des échanges permettra de parler largement sur l'institution d'un nouveau pôle économique et financier à compétence nationale et remplaçant les 3 pôles CIS à Kay, Bamako et Mopti. L'objectif de ce nouveau dispositif dans l'arsenal juridique malien est de rendre la lutte contre la corruption plus facile et efficace. Je dirais que cette nouvelle institution permettra la mise en œuvre d'une politique pénale beaucoup plus cohérente et plus efficace en matière de lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière pour la simple raison qu'elle sera dirigée par un seul procureur qui donne une seule orientation avec les mêmes outils et les mêmes principes. De leur côté, les hommes de médias, à travers le président de la Maison de la Presse, Bandjougou Dante, se réjouissent d'une telle initiative. Cette opportunité que le ministère de la Justice, sous la houlette de M. Mamadou Khashoggi, nous a offerte, est une opportunité que nous devons saisir pour apprendre, pour comprendre et pour informer. Je vous invite à faire preuve de responsabilité, d'assiduité, de vigilance. Cette journée des échanges entre presse et justice permettra aussi de mieux informer les hommes de médias sur plusieurs aspects concernant les procédures judiciaires au Mali pour une meilleure information des populations. Toujours dans le cadre de la deuxième journée des échanges entre la presse et la justice, El Hadj Malik Guiteye a tendu son micro aux conférenciers après la cérémonie d'ouverture. Écoutons leurs réactions. Il s'agit surtout de la mise en application de la loi d'orientation et de programmation du secteur de la justice qui a été adoptée en fin 2019 et qui comporte de grands volets, notamment la construction et la réhabilitation de bâtiments, l'équipement des infrastructures et le recrutement de personnel, la formation de personnel. En un mot, le relèvement du niveau des acteurs de la justice et du niveau de l'offre de la justice en qualité et en quantité pour mieux couvrir ce besoin-là à l'échelle de l'étendue du territoire national. Mais à côté de tout ça, et un autre pan très important de ces réformes, c'est la relecture en cours d'un certain nombre de textes qui entrent dans l'utilisation quotidienne des acteurs de la justice. Et je veux parler principalement du code pénal et du code de procédure pénale. Et c'est déjà la deuxième journée justice-presse. Et chaque journée est pleine d'enseignements. Chaque journée permet à non seulement aux hommes, aux acteurs de la justice de s'exprimer, de donner la bonne information aux populations à travers les médias, mais ça permet aussi non seulement aux journalistes d'apprendre, mais aussi de trouver les bonnes informations à donner aux populations.
les 11, 12, 13 et 14 septembre, nous nous proposons d'organiser un des plus grands ateliers concernant la presse malienne. Il s'agit de ce qu'on appelait l'atelier de refondation. Il s'agit de procéder à la relecture de l'ensemble des textes de la presse et surtout pour qu'on puisse avoir une presse qui soit en phase avec les réalités du monde actuel. À cet atelier, nous allons inviter naturellement le ministre de la Justice, le ministre de la Communication, le ministre de la Refondation et sans oublier la haute autorité de la communication. Cet atelier sera l'occasion vraiment de proposer des révisions par rapport à certains textes qui nous concernent, mais aussi et surtout de faire en sorte qu'on puisse avoir une presse malienne qui soit adaptée aux réalités du monde actuel. Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp étaient inaccessibles dans la soirée du lundi. Cette panne géante du groupe Facebook serait due, selon la direction du réseau social, à un problème de réseau. Aucun détail sur le reste. Qu'est-ce qui peut être à la base d'un tel arrêt d'un géant comme Facebook? Aruna Saliakone est allé chercher l'analyse d'un spécialiste sur la question. Suivons son reportage. 7 heures d'horloge, c'est ce qu'a duré le blackout du groupe Facebook. Il était impossible d'actualiser les fils d'actualité, de faire une publication et d'envoyer des messages. Les problèmes ne concernaient que les 4 réseaux sociaux du groupe. Tout d'abord, il faudrait qu'on place le contexte. Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram sont tous des produits du groupe Facebook. C'est pourquoi le problème ne concernait pas Internet en entier, mais seulement ces éléments du groupe Facebook. La direction de Facebook a annoncé que les bugs étaient liés à un problème de réseau. Selon notre spécialiste, cette version tient la route. Les spécialistes, autant bien que la direction de Facebook, le directeur technique de Facebook a déclaré que c'est un problème de réseau, sans rentrer dans les détails. Effectivement, après analyse de la situation, aussi à l'absence de réclamation, de revendications de pirates, on peut bien donner du crédit à la version qui dit que c'est un problème interne qui a amené ça. La thèse d'un éventuel piratage des systèmes du groupe a été écartée. Mais pourtant, le groupe n'est pas invulnérable à une telle tentative, estime notre spécialiste. Facebook a été piraté à plusieurs reprises. C'est bien possible. En fait, c'est le jeu du chat et de la souris. Ceux qui font la conception de ces programmes, c'est des ingénieurs informaticiens, c'est des gens calés dans leur domaine. Les pirates le sont aussi, pour des raisons financières ou des raisons de notoriété. Il arrive que un pirate puisse s'attaquer à un groupe comme Facebook, et c'est arrivé dans le temps. Ce blackout du groupe Facebook, qui n'a duré que quelques heures, a fortement exaspéré les utilisateurs. Imaginons le scénario d'un monde sans réseaux sociaux, sans Internet, bref, avec une coupure mondiale de la connexion. Qu'allons-nous devenir? C'est là la grande interrogation. Donc, durant l'après-midi de ce lundi 5 octobre, Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger étaient hors service. Nous sommes allés à la rencontre de nos concitoyens, histoire d'avoir leur avis sur l'arrêt de ces incontournables de notre quotidien que sont ces réseaux sociaux. Écoutons leurs réactions au micro de Sirandouba et de Bakoro Bagnari. Début semaine passée, bon, réseau est quoi. Mais Abisson, Atégasson. Bon, finalement. Le réseau n'est pas bon. On ne sait pas de quoi il s'agit. Orange aussi, souvent, ça marche, mais les messages ne viennent pas. Malitel aussi, pareil. Alors, à la fin, on ne sait plus quoi faire avec les problèmes des réseaux. On ne peut même plus appeler, car il y a toujours des problèmes des réseaux. Nous, les commerçants, on n'utilise que les réseaux sociaux. Surtout l'application WhatsApp nous aide beaucoup dans notre travail. La perturbation d'hier des réseaux a gâté tous mes marchés. Parce que tous les commandes passent par WhatsApp. Car je publie mes produits sur le statut WhatsApp pour que les clients puissent l'acheter. Je pensais que c'était moi seul qui avait ce problème de réseau. J'ai redémarré mon téléphone à 3 reprises, sans succès. Et après, je me suis rendu compte que c'était une perturbation mondiale des réseaux WhatsApp et Facebook.
Je suis vendeur de crédit et je fais des transferts Orange Money à l'international. Sans les réseaux WhatsApp et Facebook, il m'est impossible de joindre mes clients. Donc, je ne pourrais pas travailler. À travers ces réseaux sociaux, on peut tout gérer sur place, sans se déplacer. Donc, ces réseaux sociaux sont importants. Selon moi, Facebook doit prévenir les gens avant que ce genre de situation n'arrive. Comme le fait l'énergie du Mali, ils doivent avertir les gens avant toute perturbation. La cérémonie d'ouverture des travaux de la session ordinaire d'octobre 2021 du Conseil national de transition CNT a eu lieu ce lundi 24 octobre 2021. Le projet de loi de finances 2022, 13 projets et propositions de loi seront examinés au cours des 75 jours de session. Les détails dans ce commentaire de Aminata Traoré. Lors de cette cérémonie d'ouverture, le président du CNT Malick Diaw a invité l'ensemble des acteurs, y compris la classe politique, à participer activement aux assises nationales de la refondation, prévues pour bientôt par les autorités de la transition. J'invite particulièrement la classe politique dans son ensemble à faire de cette activité la sienne, à prendre son courage politique en main pour une participation de qualité à ces prochaines assises, a souligné le président du CNT. La rencontre était principalement axée sur l'examen du projet de loi de finances 2022. Le vote du budget 2022 sera donc pour le CNT une autre occasion d'œuvrer avec le gouvernement afin d'instaurer une culture financière plus démocratique, plus efficace et plus efficiente pour protéger l'utilisation de l'argent public. Outre la loi des finances 2022, 13 propositions de loi figurent dans notre tableau saisine, auxquelles s'ajouteront certainement d'autres en cours de session. Dans son discours, le président du CNT Malick Diaw a fait savoir que l'ouverture des travaux de cette session intervient à un moment où le Mali cherche à engager des consultations inclusives autour de ses fondements, de sa gouvernance et de sa cohésion à travers l'organisation des assises nationales de la refondation. Le président du CNT affirme que l'essentiel est de faire en sorte que toutes les idées et actions convergent exclusivement vers la réussite de la transition. Cependant, il invite les uns et les autres humblement de rester confiants, sereins et mobilisés derrière les autorités de la transition. Malick Diaw sollicite ainsi les soutiens de la communauté internationale en cette période difficile pour le Mali. Enfin, il a souhaité que tous les élèves et étudiants du Mali, ainsi qu'à l'ensemble du corps enseignant, une très bonne année scolaire, une année scolaire sereine et ténance pour le renouveau de l'école malienne. Audience à la primature, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a reçu en audience ce lundi 4 octobre son Excellence Boujema Delmi, envoyé spécial de l'Algérie pour le Sahel et l'Afrique, également président du comité de suivi de l'accord d'Alger. Au menu des discussions entre les deux personnalités, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger, ainsi que le dossier brûlant de la lutte contre le terrorisme et l'intégrité territoriale du Mali. Nous voulons absolument que le Mali puisse être préservé dans son unité territoriale, dans son unité nationale. Le Mali est un pays souverain et nous devons absolument faire en sorte qu'il le reste, a déclaré son Excellence Delmi à sa sortie d'audience. Maintenant, l'image du jour, et elle est consacrée à la fontaine de Dubaï. La fontaine de Dubaï, inaugurée le 8 mai 2009, en même temps que le Dubaï Mall. La fontaine de Dubaï se situe entre le Dubaï Mall et Burj Khalifa. Elle est la plus grande fontaine du monde. En effet, la fontaine de Dubaï mesure 275 mètres de long. Elle utilise plus de 1000 modèles différents de jets d'eau et compte 6600 projecteurs et 50 vidéoprojecteurs colorés pour illuminer l'eau. La fontaine de Dubaï est capable de projeter plus de 80 000 litres d'eau dans les airs et plus de 150 mètres de haut. Le bassin de la fontaine, appelé lac artificiel de Burj Khalifa, a une superficie de plus de 11 hectares. Ces fontaines ont été conçues à l'origine par Wet Design.
La société responsable des célèbres fontaines de l'hôtel Bellagio à Las Vegas représente à Dubaï ce que sont les fontaines du Bellagio à Las Vegas, chorégraphiées et accompagnées par de la musique classique, de la musique arabe contemporaine et des musiques du monde. L'ensemble de la fontaine de Dubaï a coûté près de 218 millions de dollars. Maintenant, l'actualité internationale avec Fanta Diarra. Ils survivaient au jour le jour dans une misère moyenâgeuse. La conquête de leur vallée mythique par les talibans a ajouté la peur et la faim au calvaire des habitants des grottes taillées dans les falaises des Bamiyan. Une femme qui a voulu rester dans l'anonymat, habitante d'une grotte à Bamiyan, évoque son désarroi. Il n'y a plus de quoi vivre depuis l'arrivée des talibans. Il n'y a pas de travail. Les prix ont augmenté. Les gens vivent une période difficile. Les prix des matières premières ont augmenté. Les gens n'ont pas d'argent pour acheter de la nourriture. Nous prenons un repas le matin et le soir. Quand la situation s'améliore, nous mangeons 3 fois par jour. Nous sommes fatigués d'entendre les enfants dire qu'ils veulent manger. Nous vivons ici depuis 8 ans et nous n'avons reçu aucune aide depuis. Quand on interroge les organisations humanitaires, elles disent que nous avons un chef représentant de la communauté locale et que c'est avec lui qu'il faut voir. Toutefois, le chef ne met sur la liste des bénéficiaires de l'aide que les personnes qui lui sont proches. Il ne se soucie pas des familles pauvres. L'arrivée en août des hommes aux étendards blancs dans la vallée, l'une des plus belles du pays, épargnée par le combat pendant 20 ans contrairement au reste de la province, même si elle a connu quelques attentats, a paralysé toute activité, à part la récolte des pommes de terre, seule culture possible à 2500 mètres d'altitude. Privés de leurs emplois de manœuvre, de journaliers, de porte-fixes, les hommes ne rapportent plus les quelques billets qui permettaient de calmer jusqu'au lendemain la moisure de la faim. L'électricité est inconnue. Pour l'eau, il faut descendre 2 à 3 fois par jour à la rivière, tout en bas de la vallée. Des sentiers de chèvres serpentent d'une grotte à l'autre, sur une paroi si pentue que le moindre orage interdit tout mouvement. Quand il pleut, nous restons dedans et prions pour que rien ne s'effondre, affirme Fatima. À 25 ans, un jeune diplômé en sociologie qui n'a jamais trouvé d'emploi, Safioula Aria, est le chef adjoint du conseil local. Ici, les gens sont pauvres, très pauvres. Ils gagnaient 100-200 Afghans par jour. Mais depuis 6 semaines, avec les talibans, plus rien. Ils ont faim. Un seul repas par jour, le plus souvent. Des morceaux de pommes de terre avec du pain, avec le froid qui va bientôt arriver. Les plus faibles vont mourir, c'est certain. Il assure qu'aucune ONG ne s'est jamais intéressée à eux et que ces démarches auprès des autorités locales à Bamiyan sont restées sans réponse. Jean-Marc Sauvé annonce que 216 000 personnes encore en vie ont été sexuellement agressées pendant leur minorité par des clercs, des religieux ou des religieuses. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État et président de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, s'exprime. La population française âgée de plus de 18 ans à 216 000, plus ou moins 50 000, c'est l'intervalle de confiance à 95%, le nombre des personnes qui ont été sexuellement agressées pendant leur minorité par des clercs, des religieux ou des religieuses. En sport, nous allons parler de la célébration de la fête de la police nationale. Chaque 4 octobre est dédié à la fête de la police nationale. Cette année, pour rendre cette journée encore plus belle et commémorative, un match de football a opposé le 3e et 17e arrondissement de la commune du district de Bamako à la jeunesse de la dite commune. Les détails avec Adama Sanogo et Bakarova Nyari. Sous la pluie, les Blancs de la commune 2 ont affronté les Jaunes de la police du 3e et 17e arrondissement du district de Bamako. Objectif, soutenir ces forces de sécurité dans leur combat quotidien. Aujourd'hui, le conseil communal de la jeunesse de la commune 2 a décidé d'accompagner la police nationale, de soutenir sa police, de l'accompagner en organisant ces matchs de football
Bon, cette rencontre, on l'a fait à l'honneur de la police, parce qu'aujourd'hui, c'est le 4 octobre, c'est la journée, la porte ouverte de la police. C'est dans ce cadre-là, pour les accompagner, qu'on a organisé ce match. En outre, le sport peut s'avérer un moyen de cohésion et de paix. Une raison de plus d'organiser ce match de football. Il y a un message de paix. Le football, ça c'est un facteur de cohésion. Ça c'est un facteur de communication, de communion. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on l'a fait, au moins pour les prouver que la police n'est pas là juste pour faire la répression. La police est là pour la population. Pourquoi cette journée est célébrée chaque 4 octobre au Mali? Le commissaire Adama Kita Diallo donne des détails. Aujourd'hui, 4 octobre 2021 est un jour spécial pour l'institution policière. En 1960, à cette date, le dernier directeur de la sûreté du Soudan français passa les témoins à l'officier malien Mahaman Touré, marqua ainsi la naissance de la police nationale malienne. Fin de match, les Blancs de la commune 2 l'emportent face aux Jaunes de la police 3-2. Aimables téléspectateurs, c'est ici que s'achève ce Djoliba Evening News. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Djoliba TV News. Djoliba Evening News.